Culture Club, l'émission artistique d'UGOP Radio. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Culture Club sur UGOP Radio, votre rendez-vous dédié aux acteurs de la culture qui façonnent le paysage artistique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons justement le plaisir de parler ciné, de recevoir Théo Maten, jeune réalisateur, cadreur et monteur belge. Il a su se démarquer par son travail sur des projets tels que Le Temps d'une nuit, Le Chagrin d'Odin, des œuvres qui explorent des thèmes puissants à travers une esthétique visuelle soignée. Il est également cadreur pour UGOP Radio, ce qui témoigne de sa polyvalence et de son engagement dans le domaine de l'image. Dans cet entretien, nous allons plonger dans son univers créatif, découvrir ses inspirations, ses techniques et ce qui le pousse à raconter des histoires à travers le cinéma. Restez avec nous pour une conversation captivante. Ça te va ça, Théo? Incroyable, incroyable. Il faut savoir que Théo est cadreur à UGOP Radio et on a été amené à se côtoyer souvent. Merci de nous accorder cet entretien. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Comment tu es tombé dans le milieu du cinéma? Un peu par hasard. Je faisais pas du tout ça avant, j'étais en école de sport. Puis j'ai continué un peu dans ce domaine-là, dans les études supérieures. Au bout d'un moment, c'était les années Covid, tout ça, j'ai bien laissé tomber. Et je traînais un peu chez moi à pas faire grand-chose. Et au bout d'un moment, c'est d'une conversation avec un pote qui m'a dit, en vrai, ce que tu consommes le plus, c'est des films, c'est des vidéos, tout ça. Essaie de te lancer là-dedans. Voilà, parce que lui était dans la musique en plus, et du coup, le pôle de la vidéo, ça me plaisait bien et ça a contribué à ce qu'il faisait aussi. Donc, j'ai commencé par là, voilà. Et comment tu as commencé? D'abord en cherchant des écoles et des cours qui sont dans le domaine de l'audiovisuel. Du coup, j'ai fait une année de prépa à Bruxelles, qui était en option cinéma, du coup. Et ensuite, une école de cinéma. Ensuite, j'ai testé les concours d'entrée à l'école de cinéma et je suis pas passé. Mais il faut savoir qu'à Bruxelles, c'est très sélectif. Ouais. Même moi, j'ai aussi testé. Mais du coup, tu disais que tu consommais beaucoup de cinéma. Qu'est-ce que tu consommais comme cinéma? C'était beaucoup plus, du coup, du cinéma un peu commercial, qu'on pourrait appeler, mais je regardais beaucoup plus ça pour le divertissement sans vraiment regarder toute la technique qui était derrière ou quoi, mais je regardais ça énormément, un peu insouciant de tout ce qui se passait derrière, quoi. Et tu penses que maintenant ta consommation a changé maintenant que tu es dans le domaine? Ah ouais, drastiquement. Ouais. On va en parler justement. Mais quels sont les réalisateurs qui t'ont le plus inspiré pour te lancer dans ce domaine? J'ai énormément accroché, moi, à... c'est par rapport à plus des aspects de certains réalisateurs. J'aime beaucoup l'image que Wong Kar-wai a dans ses films, qui est un truc très léché, des plans dans des plans qui sont vraiment visuellement incroyables. J'aime beaucoup la violence que Cronenberg peut ramener dans ses films, par exemple, aussi. Tout ce qui est body horror et tout, un truc que j'aime beaucoup. Et par rapport à d'autres trucs, j'aime beaucoup aussi, par exemple, Michel Haneke, qui lui a un réalisme super profond dans ses films où t'as l'impression que les acteurs ont habité 40 ans dans leur pièce alors que c'est juste un décor de tournage ou des trucs comme ça. C'est des aspects qui me plaisent beaucoup. Ça, c'est les réalisateurs et les œuvres. Est-ce qu'il y a, si je te demande 2 œuvres qui t'ont marqué? Il y a la Jetée, Chris Marker, qui est un film, un roman photo. Donc il n'y a aucune vidéo. Quoi, un roman photo? C'est en gros des suites de photos avec une voix narrative derrière qui explique l'histoire. Comme les documentaires. Ouais, c'est ça, c'est une sorte de documentaire, mais là c'est une fiction du coup, avec que des photos prises pour ce film-là. Donc c'est c'est une sorte de court-métrage en soi, c'est 20 minutes, c'est sur YouTube en plus. C'est assez cool à regarder. Et sinon... Je pense qu'une qui m'a le plus marqué aussi, niveau thème et tout, pour revenir à Cronenberg, c'est Vidéodrome, qui est un de mes films préférés de tous les temps. On jettera un coup d'œil après l'émission. Mais quand tu t'es lancé, tu as réalisé pas mal de petits projets, je suppose, pour l'école. Mais on va commencer par ton cours, commencer peut-être par la fin, je pense que c'est la fin, Le Temps d'une nuit. Quelles étaient tes inspirations derrière ce projet? Déjà, c'était un moment où j'aimais beaucoup le fait qu'il y ait une sorte de caméra vivante et qui se laisse aller dans le film,
qui soient pas juste des plans de... Bon, même s'il y en a un petit peu de champ contre champ, des images simples et tout, je voulais vraiment avoir un truc de... Une caméra qui bouge aussi toute seule, qui fait un peu sa vie à elle dans le film. Et sinon, par rapport à l'histoire, c'était vraiment... c'est plus personnel qu'autre chose. C'est un moment où je vivais aussi des émotions, que ce soit un peu de mal, de sentiment d'amour, tout ça. Et donc, c'est pour moi un moyen de l'extérioriser aussi en faisant ce court-métrage. Et ça m'a aidé à prendre du recul sur moi-même, à comprendre plus la situation. Et maintenant, je suis totalement passé outre tout ça. Tu arrives à parler de toi dans tes œuvres? Oui, énormément. Et c'est même... La première fois que je l'ai fait, ça m'a surpris moi-même. Je pensais pas parler de moi-même, mais en fait, si, complètement, et c'était presque plus fort que moi. Et ça se fait que quand tu es réalisateur ou tu arrives aussi à le faire en tant que cadreur et monteur? Je pense que c'est plus quand je réalise. Parce que quand je fais du cadrage et du montage, j'essaie plus de chercher de la justesse ou une corrélation entre tout ce que je fais. Et là, ça puise plus du coup dans mes inspirations que dans ma vie perso. Mais quels étaient alors les défis pour Le Temps d'une nuit? Les défis, déjà, ça part quand même d'un projet scolaire, donc il y a quand même une réserve de matériel assez limitée, niveau temps aussi. Et il faut savoir que tout ça, je l'ai presque réalisé tout seul, que ce soit l'écriture, trouver les décors, trouver les gens disponibles pour t'aider pendant le tournage, trouver les acteurs. J'avais fait genre une quinzaine de castings dans la même journée d'affilée après les cours. Enfin, c'était très fatigant, mais c'était de la bonne fatigue aussi et très prenant. Mais ouais, je pense que la plus grosse difficulté, c'était quand même niveau santé mentale de le faire seul en si peu de temps. Ça demandait beaucoup d'efforts et du coup, par après, il y a un gros vide qui se crée. Et ça, c'était quand le projet est fini. Ouais, quand le projet est fini et que tu n'as plus rien à faire. Tu rentres à la maison, c'est un peu le gros vide d'un coup. Ouais. Donc, et tu penses que ça arrive pour chaque projet ou ce projet c'était particulier? Je pense que c'était un où je me suis plus donné, donc ça arrivait, mais ça m'est arrivé pour d'autres projets aussi. Tu te donnes à fond et ensuite, quand c'est fini, plus rien à faire. Exactement. Mais pour Le Chagrin d'Odin, par exemple, est-ce que ça a été le cas? Là, c'était encore pire parce que c'était tourné sur... donc, on avait trois grosses journées pour le faire. Et du coup, en 3 jours, il fallait faire tous les habits, penser à tous les plans, déjà juste trouver les acteurs. Heureusement, c'est des potes à moi qui sont pas trop mal débrouillés non plus. Et encore, je leur remercie pour ça. Mais non, c'était pas mal de nuits blanches aussi sur cette semaine. Mais... J'étais très content de le faire et quand même assez content du résultat final aussi. Oui, Le Chagrin d'Odin, il faut dire que ça parle... C'est un peu un film d'époque. C'est-à-dire que tu t'es mis 1000 ans en arrière à peu près, à l'époque des Vikings. Pourquoi ce thème? Ça part en fait d'une série que j'adore, qui est du même nom, Vikings. Et j'avais adoré cette scène parce que c'était vraiment une preuve d'amitié entre les deux personnes, donc le personnage principal et son ami du coup qui est décédé. Et c'est en fait le mec va se convertir de religion pour que son ami puisse aller à son paradis à lui. C'est une énorme histoire de religion dans toute cette série qui est assez bien repris, je trouve. Et non, c'était vraiment le geste en lui-même que je trouvais ça magnifique et que j'avais envie de le refaire aussi. De reproduire avec ta touche. Voilà. C'est quoi la touche de Maten pour le moment? Pour le moment, je pense que ça joue beaucoup plus dans soit un jeu d'acteur que j'essaie d'avoir le plus juste possible. Parce que c'est un des aspects que j'aime le plus vérifier et être sûr de ça. Et sinon, je pense que c'est surtout une image qui reste la même du début à la fin, dans le sens esthétique, mais qui évolue à la suite du film et par rapport au personnage. Je pense que c'est ça que j'aime le plus faire dans mes projets. Et tu penses que tu arrives à le faire? Je pense que j'ai réussi à quelques moments de le faire, mais jamais de le garder. Tu continues à travailler sur cet aspect, sur la touche Théo Maten. Tu traites
Est-ce que tu penses, en tout cas tu traites de différents sujets, mais est-ce que tu penses qu'il y a un fil rouge aussi au niveau des sujets? Euh, je pense oui. Et puis c'était une période aussi où j'étais pas le plus heureux non plus. Et donc je pense qu'il y a eu un gros truc par rapport à ce que j'ai fait, que ce soit le deuil, la rupture amoureuse, la dépression aussi, certains trucs. Je pense que c'est un peu des trucs... Bon, maintenant j'ai du recul sur tous ces projets où je me dis, ben, j'essaie de prendre des thèmes très attachants pour essayer d'être sûr de donner une émotion au spectateur, mais maintenant je pense que je pourrais arriver à toucher les gens avec des trucs moins graves. Et Mais du coup, maintenant, tu te dis, tu veux te placer dans l'optique du spectateur plutôt que dans ton optique? d'une part, oui. D'une part, quand je réalise, oui, j'aimerais bien... Enfin, j'essaie d'imaginer ce que les gens peuvent ressentir quand ils regardent ça, mais en fait, pendant toute la création, je me plonge vraiment dans moi-même, mais c'est une fois au montage, même parfois sur le tournage, je me dis... Tu penses aux autres. Exactement. Et qu'est-ce que tu aimerais que quelqu'un se dise en sortant d'un film signé Théo Maten? J'aimerais qu'il soit touché par le film, mais dans le sens que ça l'intéresse d'aller voir d'autres films, que ça le fasse penser à autre Que chose. ça crée une fin. Exactement, qu'il soit avide d'aller regarder autre chose et que ce soit par le sujet ou par rapport aux acteurs même j'espère pouvoir tourner avec des acteurs qui tournent dans d'autres projets et pouvoir voir les autres acteurs. Moi, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Bah, on te le souhaite, mais tu as aussi travaillé. Donc là, on a parlé de tes œuvres en tant que réalisateur, mais on l'a dit, tu as beaucoup fait de travail en tant que monteur et en tant que cadreur, notamment sur des clips et sur. Il me semble que le clip s'appelait Bloom. Ouais, c'est de Bloom, ouais. C'est de Bloom, BL88M, ça s'écrit pour ceux qui veulent aller voir ça sur YouTube. Et pour le court-métrage À la folie. Comment tu abordes la direction de la photographie pour un projet? Mais par exemple, pour les clips vidéo, c'est vraiment un truc où je me pose et j'écoute la musique peut-être 20-30 fois d'affilée et j'essaie de noter tout ce qui me passe par la tête, que ce soit niveau image, je fais des petits croquis, ou même je me dis dans quel lieu ça se ferait. Est-ce que c'est un truc plus underground, des trains, des métros, ou alors que c'est plus un truc qui se passerait peut-être en forêt ou quoi que ce soit. Donc c'est plus par rapport à ça, en tout cas, clip vidéo où juste me plonge dans le son à fond, quitte à l'avoir 50-60 fois dans la même journée, ce qui rend fou parfois même. Mais, j'imagine. Mais non, c'est plus comme ça. Et sinon, par rapport à un film, c'est beaucoup la discussion avec le réalisateur ou la réalisatrice. Parce que c'est la question qui venait. Comment tu fais à ce moment, quand ce n'est plus toi qui es aux manettes de l'idée, comment tu fais pour être à la fois un artiste, un créateur dans ce projet, et aussi travailler avec quelqu'un qui a sa vision? Comment vous mettez d'accord? En fait, ça dépend des projets. Il y a des projets où la personne avait juste des inspirations, que ce soit d'autres films ou qui avait un décor en tête. Et de là, il me demande tous les plans, comment je le fais. Du coup, tu fais un storyboard, tu fais un découpage de ce plan-là, puis ce plan-là. Et donc là, ça vient vraiment... c'est de la pure imagination qui vient des inspirations que tu as, des envies aussi. Et des trucs où j'aime beaucoup le truc de caméra d'épaule, donc parfois j'essaie d'en rajouter quand c'est nécessaire, évidemment. Et puis il y en a d'autres d'autres projets où on me dit juste, j'aimerais que les plans soient toujours très fixes, très trucs. Ça donne moins de liberté, mais ça permet aussi de beaucoup plus travailler d'autres choses, qui soient du coup les lumières derrière, le décor ou quoi que ce soit. Et donc, c'est sur différents aspects. Et personnellement, je préfère travailler avec beaucoup plus de liberté. Ça me permet d'expérimenter pour moi-même aussi. Mais c'est très cool de le faire pour deux gens. Plus de liberté, c'est-à-dire que la personne te laisse plus créer. carte blanche, ouais. Tu n'aimerais pas que travailler avec quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et qui va venir te dicter ce qu'il veut et à toi de l'appliquer? J'aime aussi, mais j'aime moins. J'aime moins ça. On avait compris. Mais du coup, tu te verrais plus en tant que réalisateur? Ouais, quand même. Ouais, quand même. C'est ce que j'espère pouvoir faire plus tard. Mais que ce soit même comme le montage, c'est quand même des domaines que j'aime beaucoup me mettre ma main aussi. On te le souhaite aussi. Mais on va quand même parler encore un petit peu du métier de cadreur et de monteur. Comment tu racontes une histoire à travers ces techniques visuelles?
quelle technique préférée tu mets en avant? Je sais pas, je m'y connais pas beaucoup, mais disons un découpage rapide, ou tu joues sur quoi tu joues? Moi, j'aime beaucoup jouer par exemple avec les focales. C'est quoi les focales? C'est une caméra, ça filme soit en 24 mm, en 35 mm. C'est la taille de l'écran? Non, c'est plus la distance de ton sujet avec ta caméra. Ok. Et en gros, plus tu as une longue focale, donc qui va de 70 à 200, plus tu auras du flou derrière et tu pourras filmer des petits aspects. Alors que si tu es en 15-18, ça va plus être comme un fisheye où tu vois vraiment toute la pièce autour. Ouais. Et donc j'aime bien jouer avec ce genre d'outils où dans certaines conversations beaucoup plus sérieuses, tu vas être beaucoup plus proche de la personne, ou dans d'autres trucs où tu veux juste une ambiance, bah alors mettre presque un fisheye dans la pièce, dans un coin, des trucs comme ça, c'est un truc que j'aime beaucoup et sur lequel je me suis beaucoup intéressé aussi pour pratiquer. Et ça dit quoi, le fisheye, l'œil de poisson? Bah, je trouve que c'est un côté presque un peu... De se concentrer sur un élément auquel on ne prêtait pas attention avant? Je trouve que ça donne plus presque un côté drôle à la scène parfois. Ah oui? Okay. Parce que il y a toute une distance qui fait que, par exemple, une personne qui est tout au bout du décor du fisheye va être super petite. Et quand on va se rapprocher, elle va prendre tout l'écran. Okay. Et donc, je trouve qu'il y a moyen de jouer avec beaucoup d'éléments de mouvement là-dedans. Et donc, je trouve ça assez cool aussi à utiliser. Et comment vu que tu as pas mal travaillé en tant que cadreur et tu travailles avec nous en tant que cadreur, comment ça influencerait ou ça influence ton travail en tant que réalisateur? Ça te donne plus d'attention pour l'image, ou justement quand tu vas réaliser, tu te dis je ne veux plus du tout toucher à l'image, je vais me concentrer sur d'autres aspects? Les premiers projets, j'étais beaucoup plus sur l'image parce que j'avais pas vraiment le mot à dire pour la réalisation, où c'est vraiment on me dit on fait ça dans un endroit ou quoi, qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. J'essaie de donner quand même un fil rouge, que les plans se suivent un peu de façon sérieuse, mais donc du coup je me concentre plus sur l'image et sur un rendu esthétique qui donne bien, surtout pour le clip vidéo, c'est ce qui marche bien en tout cas avec cet artiste là. Mais pour les prochains clips, je sais que j'aurai beaucoup plus de part dans la responsabilité et franchement j'ai hâte de ça. D'avoir des responsabilités et de gérer le contenu créatif. Tu aimerais raconter quel genre d'histoire? Je pense déjà un truc qui plaît à l'artiste, forcément, mais surtout un truc qui lui donne une vraie identité. Je pense que c'est ça le plus important. C'est toujours cool de pouvoir refaire des trucs qui ont bien marché ou quoi, mais c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai envie de, limite, quitte à me foirer complètement, mais au moins essayer prendre des risques. Exactement. Dans le iGop Radio, on a la chance de rencontrer pas mal d'artistes. Comment tu gères cet aspect de ta carrière avec le côté réalisateur? Déjà, vu qu'avec la réalisation, je prends des trucs sur ma vie personnelle, c'est une sacrée expérience de pouvoir déjà juste être à Paris, travailler avec plein de gens différents, que ce soit du même milieu ou de milieux totalement autres. C'est quelque chose d'enrichissant, de très enrichissant pour ta vie personnelle et du coup ensuite c'est ça, et ça fait des expériences et puis du coup j'aurai bientôt un film sur moi. Il arrive. J'espère bien. Mais non, mais plus sérieusement, donc comment est-ce que tu arrives à combiner à la fois, est-ce que tu as un petit carnet dans lequel tu notes tes idées, ou est-ce que tu te dédies entièrement à la tâche de cadreur ici à la radio et ensuite tu te dis la réalisation ça viendra après? Non, je note du coup mes petites idées, que ce soit sur mon téléphone ou sur un petit carnet, et en fait quand je réalise ou que j'ai un projet en tête, j'aime bien m'y mettre à fond dedans et faire quasi rien d'autre de ma journée, quitte à pas sortir de chez moi ou quoi, et vraiment pendant deux semaines je fais que ça, et donc j'attends un peu la fin de ce stage là pour me plonger dans un truc, parce que je sens que tu bouillonnes. Ça bouillonne, ouais. Et on a hâte de voir ce que ça donnera. Est-ce qu'il y a une complémentarité et une différence, quelle serait-elle, entre le travail radiophonique et le travail cinématographique? Je pense que niveau cadrage et tout, c'est juste essayer de faire un truc le plus propre possible et qui plaît quand même. Mais c'est plus niveau qui se rapproche du montage du coup, en choisissant les plans de qui parle à quel moment
j'essaie quand même de jouer sur ça, que ce soit le plan où on se voit tous les deux, alors que la personne va passer d'un truc plus personnel, du coup passer sur elle, d'avoir les petites réactions de rire et tout. Pour moi, ça se rapproche plus du montage, du coup. Voilà. Et est-ce que tu te vois augmenter... est-ce que tu penses que la radio va t'apporter aussi des avantages pour ton métier de réalisateur? Ouais, je pense que ce soit déjà travailler avec un autre matériel, travailler avec d'autres logiciels et d'autres gens. Et puis, mine de rien, c'est quand même toujours inspirant, que ce soit les gens qui viennent ou les questions que tu poses aussi, qui sont parfois, je trouve, très justes. Ah, merci. Pour une fois que j'ai un compliment, c'est très bien. Je le prends en live à la radio. C'est bien, j'apprécie. Comment tu fais plutôt quand on voit que tu lis beaucoup, que tu regardes beaucoup de films et séries, comment tu fais pour éviter que ça te pollue, entre guillemets, mais en tout cas pour rester Théo est inspiré de toi? Ou est-ce que tu es aussi perméable à ce que tu lis, que tu regardes et que ça influence aussi tes œuvres? Au début, j'étais vraiment presque... Je lisais un livre, ça devenait mon livre préféré. Puis un autre, c'était un nouveau livre préféré. Maintenant, c'est plus avec du recul et je sais un peu plus ce que j'aime. Bon, je me fais toujours influencer par plein de trucs, que ce soit un nouveau film ou même un ancien film que je découvre. Bien sûr, il y a des influences, mais ça va plus être autant qu'avant, en tout cas. Alors qu'avant, je regardais un film, je voulais peut-être le refaire presque directement. Et maintenant, c'est plus... ok, cet acteur, il joue d'une certaine façon qui est vraiment cool. Est-ce que ça pourrait apporter une autre de mes idées ou de mes futures idées? Donc c'est plus, je pioche maintenant. Tu es plus critique. Ouais, tu fais attention aussi, à ce que tu regardes et tu n'absorbes pas directement. Exactement. Quel serait... est-ce que tu as un projet en préparation que tu aimerais concrétiser ou que tu aimerais concrétiser et duquel tu peux nous parler? Déjà, j'écris pas mal en ce moment pour un prochain court-métrage. J'ai pas vraiment encore de pitch ou quoi que ce soit, mais j'espère pouvoir le tourner d'ici l'été qui arrive. Ce serait vraiment cool, surtout ce serait la bonne saison pour le faire. Mais sinon, ce que j'ai un peu en rapport avec la radio, ce que j'aurais toujours aimé faire aussi, c'est faire du live. Que ce soit une sorte d'émission ou totalement un autre concept, que ce soit pendant un concert ou de ce genre de choses, faire vraiment du live. Je pense c'est un truc qui me plairait, comme à la radio. pas mal. Comme à la radio, mais pas en rediffusion, quoi. On arrive bientôt à la fin de l'entretien, donc j'ai encore 3 questions auxquelles tu vas répondre très rapidement. Un rêve pour toi? La Palme d'Or? Non, moi j'ai toujours eu un rêve, c'était d'être invité à Cannes, mais de faire un scandale là-bas. Non mais non. Ok. Le plus grand défi pour toi? Trouver le bonheur. Et un moment de grâce jusqu'à présent, un de tes moments de grâce que tu aimerais partager avec nous? Je pense que c'était au tout premier projet vidéo que j'ai fait. Et j'ai eu comme réaction des juges et des profs. Ce que j'avais raconté, c'est qu'ils avaient trouvé que je parlais plus de moi que d'un phénomène que j'essayais d'expliquer. Et là, j'étais vraiment touché. Et c'était, je m'en rendais pas compte, quoi. Et c'est là que j'ai vraiment découvert le plaisir de pouvoir exprimer ses émotions à travers son travail. Et le pouvoir du cinéma. Exactement. Merci beaucoup Théo Maten d'avoir partagé avec nous ton parcours et tes réflexions sur le cinéma, l'image et la création visuelle. C'était un plaisir d'en apprendre davantage sur tes œuvres et ton approche artistique et de recevoir des compliments au passage. Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir ces films, n'hésitez pas à vous plonger dans ces créations disponibles en ligne, la plupart. Ouais. En tout cas, nous te souhaitons beaucoup de succès et pas de scandale à ou peut-être que ça sera bien. En tout cas, nous sommes impatients de voir ce que l'avenir te réserve. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition du Culture Club sur UGOP Radio. À très vite pour d'autres découvertes culturelles. C'était UGOP Radio, la radio du 12. À très bientôt. Culture Club, l'émission artistique d'UGOP Radio.